Conte à l'ouest. Conte à l'ouest. Conte à l'ouest. Bonjour à tous et à toutes et à tous, Aurélia au micro. Aujourd'hui dans Conte à l'ouest, je reçois les tisseurs de contes, Ghislaine, Viviane et Anne. Bonjour. 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 Alors elles vont vous inviter à explorer les 5 sens de l'être humain avec des histoires d'un peu partout. Les 5 sens sont les 5 portes de notre corps pour nous permettre de percevoir notre environnement et de communiquer avec lui. Les 2 sens les plus utiles sont la vue et l'ouïe, grâce à nos yeux et nos oreilles. Et comme je disais, à la radio, nous, on se sert uniquement des oreilles, donc on préfère les oreilles. Mais les 3 autres sens sont aussi importants. L'odorat, tous les parfumeurs vous le diront. Le goût pour tous les gourmands. Et enfin, le toucher avec les doudous de tous les enfants du monde. C'est Ghislaine qui commence avec la vue. Mon histoire commence en Andalousie, vous voyez, au sud de l'Espagne. C'est dans un petit village. Il y a 2 sœurs. Enfin, pas exactement 2 sœurs parce qu'elles n'ont pas surgi du même ventre. Mais elles sont nées le même jour et les parents étaient voisins. Ce qui fait qu'elles ont grandi, elles ont marché, elles ont tout fait ensemble. Elles allaient même à l'école, elles ont commencé à raconter des histoires aussi, à chanter, à danser. Et puis, elles ont grandi, elles sont parties aider leurs parents dans les champs, bien entendu. À l'époque, c'était comme ça. Mais elles s'organisaient toujours, quand elles travaillaient dans les champs, pour avoir d'un côté un champ et juste en face, en fait, il y avait le champ de l'autre. Alors, je ne vous ai pas dit le prénom, c'est quand même important les prénoms dans la vie. C'est Carmen et Maria. Un jour, bien sûr, dans leur champ, il faisait très beau. En Andalousie, il fait toujours très, très beau. Elle voit arriver en haut de la côte. Il y avait une côte là sur le sentier. Il y avait toujours le sentier. Donc, en haut de la côte, elle voit un homme qui avait un regard un peu, disons, diabolique peut-être. En tout cas, très, très, très coquin. Il marchait très droit. Seuls ses yeux bougeaient dans sa tête. Mais la tête restait stable. Il a traversé, il a regardé les filles parce que Carmen et Maria étaient de jolies jeunes filles. Et il a continué son chemin. Maria et Carmen, à un moment, elles sont revenues l'une vers l'autre. À un moment, elle dit t'as vu le gars qui est passé là il était un peu particulier, non? Il était habillé tout de blanc, dit Maria. Mais non, il n'était pas habillé en blanc, il était habillé en noir. Parce qu'en fait, le garçon, là, qui était descendu de la colline, tout droit, et qui ne bougeait que les yeux, la moitié de son corps, c'est-à-dire la moitié de son chapeau, ses manches de veste et de chemise, la patte de son pantalon et sa chaussure étaient blanches. De l'autre côté, le chapeau était noir, la chemise, la veste, le pantalon et la chaussure étaient blanches. Et donc, à un moment, Carmen dit, mais c'est Carmen qui dit, mais t'as bien vu, enfin, mais non, il est pas blanc, il est noir. Mais non, mais t'es complètement malade. Enfin, moi, j'ai bien regardé. Cet homme-là était habillé en noir. Non, il était en blanc. Et la tension a monté. Elles ont commencé à vraiment se disputer. Les insultes ont giclé. Elles sont retournées dans leur petit champ. Et le soir, quand elles sont rentrées, elles se sont revues. Et ça a recommencé. Et en arrivant au village, elles avaient recommencé à se disputer très fort. Alors les gens du village n'ont pas compris. Ils étaient abasourdis parce que jamais Carmen et Maria, depuis leur naissance, ne s'étaient disputées. Jamais, jamais. On lui demande, mais qu'est-ce qui vous arrive les filles là? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Oui, Maria a dit qu'on a vu un garçon habillé tout en noir. Moi je sais qu'il est habillé tout en blanc. Je ne comprends pas. Et tout d'un coup, là-bas,
de derrière l'église a surgi un homme qui sautillait, qui tournait, qui était très 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 heureux et très joyeux. Les filles, Carmen et Maria l'ont regardé. Mais c'est lui, le gars là qu'on a vu. Elles l'ont laissé approcher et lui était toujours tellement joyeux. Mais pourquoi tu nous as joué ce tour-là, toi? Pourquoi, espèce de sale bougre? Alors lui, avec son rire un peu diabolique. Moi, j'aime jouer les filles. J'aime qu'on crie, qu'on se bagarre, qu'on s'étripe, qu'on se tue pour moi. Ouais. Car je suis le dieu des apparences. Et je suis le diable vérité. Et il a continué son chemin en sautillant. Voilà, donc notre homme a disparu. Super. Oh, le dieu des apparences, ça j'ai adoré là. Le dieu des apparences. Oui, on ne le connaissait pas celui-là. Non. Génial. T'as oublié le diable de la vérité. Aussi. Ça, c'est encore plus fort, ça, je trouve. Le diable de la vérité. C'est quoi ça, le diable de la vérité? Qui est-il? Bon, moi je suis Viviane. Et après les yeux, on va passer aux oreilles avec une histoire qui nous vient d'Inde. Ça s'appelle L'écho. En fait, c'est un conte pour les enfants. Vous nous écoutez, les enfants, quand même, on est mercredi, donc je pense que vous devez être aussi à l'écoute de Radio des Ondes. Donc c'est pour vous ce conte. Eh bien, dans un petit village des montagnes du Kazakhstan, il y a un petit garçon qui s'appelle Keia et qui vit avec ses parents dans la montagne. Bien que très jeune, il travaille pour les aider parce qu'ils sont pauvres. Tous les matins, il part dans la vallée avec le troupeau de chèvres et il les fait paître. Un jour, il décide de changer de chemin, histoire de voir un autre décor. Il marche avec son troupeau et tout d'un coup, il entend des pas et puis des bêlements par ailleurs. Il se dit, tiens, il y aurait un autre berger dans la montagne. Alors il crie, « Qui est là ?» Et il entend, « Qui est là? Qui est là? Venez me voir, venez me voir. Voir, voir. » Bah oui, mais en fait, ils ne viennent pas. Mais pourquoi vous ne venez pas me voir? Pas me voir. Pas me voir. Alors là, il se met en colère, il se moque de moi. Ils me répondent et puis ils viennent pas. Et ils répètent tout ce que je dis. Alors, vous êtes des idiots. Idiots, idiots. Cette fois-ci, il commence à avoir très peur. Oh là là, c'est sûrement quelqu'un de très méchant qui me veut du mal, qui va me tendre un piège. Alors, il a tellement peur qu'il ramène tout son troupeau à la maison, bien plus tôt que prévu. Et puis, il va dans sa chambre, il ne veut plus en sortir, il ne va même pas manger le soir. Le lendemain matin, il refuse de retourner dans la vallée avec ses chèvres. Alors, sa maman, qui a bien vu qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond, va lui parler. La maman, c'est Anjali. Elle s'appelle Anjali, un joli nom. Elle lui dit, « Mais qu'est-ce qui se passe, mon petit garçon? Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air vraiment terrorisé. Pourquoi tu ne veux pas aller garder les chèvres ce matin ?» Alors il lui raconte qu'il a entendu des méchants bergers qui l'ont menacé, qui l'ont même traité d'idiot, qui répétaient tout ce qu'il disait, et puis qu'il avait trop peur, il ne voulait pas y retourner. Donc, sa maman a tout compris. Elle a tout compris, mais elle lui a simplement dit, écoute,
tu vas retourner. Je pense que ces bergers, ils ne sont pas méchants. Hein. Non, ils ont simplement eu peur de toi. Alors tu vas retourner dans la vallée avec les chèvres et tu vas leur dire quelque chose de gentil. Et tu verras, ça sera complètement différent. Bon, il n'est pas trop rassuré, mais puisque c'est maman qui le dit, il retourne dans la vallée. Et puis arrivé dans la vallée, il dit « Bonjour !»« Bonjour !»« Bonjour !» Ah, ça le rassure. « Voulez-vous être mes amis ?»« Amis, amis, amis. » Ah, qu'il est content. Il est content. Et ces mots lui font très plaisir, bien sûr. Et après, il a remarqué qu'à chaque fois qu'il lisait quelque chose de gentil, on lui répondait gentiment. Et en grandissant, il s'est aperçu que les autres leur renvoyaient toujours l'écho de ses propres paroles. Je vous propose une petite chanson sur l'écho maintenant. Et je vous demande, même si moi je vous entends pas, vous allez nous entendre, de répéter chaque phrase après moi. Vous êtes prêts ? C'est la chanson de l'écho. C'est la chanson de l'écho. Moi je trouve ça rigolo. Moi je trouve ça rigolo. L'écho, L'écho répond répond toujours, 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 toujours quand on l'appelle. quand on l'appelle. C'est l'histoire d'un berger C'est l'histoire d'un berger qui entend toujours répéter, qui entend toujours répéter. quoi qu'il puisse dire, Quoi qu'il puisse dire, on lui répète. on le répète. Oh qu'il est bête, Oh qu'il est bête, oh qu'il est bête, oh qu'il est bête. à jamais ça ne s'arrête. À jamais ça ne s'arrête. Alors lui pour l'embêter, Alors lui pour L'embêter. il dit des mots compliqués. Il dit des mots compliqués. Drôle de petit mec, Drôle de petit mec. haricot sec, Haricot sec. grand escogriffe, Grand escogriffe. poil sur le pif, Poil sur le pif. gros Scooby-Doo, caramel mou. Gros Scooby-Doo, caramel mou. C'est la chanson de l'écho, C'est la chanson de l'écho. c'est la chanson de l'écho. C'est la chanson de l'écho. L'écho, L'écho. 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 Merci les enfants, je suis sûre que vous avez bien chanté. Merci, j'aurais jamais pensé chanter une chanson. L'écho d'un conte, Radio Quartier des Ondes. Ah Voilà. bah voilà. Il y a vraiment des choses extraordinaires qui arrivent ici. Mais hein. voilà, on sait On pas. innove, Là, on se lève le matin. Il faut innover. Tout à fait. Très poétique en tout cas, l'idée de l'écho. Oui, oui, oui. Et il n'y en a pas que dans la montagne, hein. Il y en a dans les maisons. Donc, N'oublions Alors. pas le goût, non ? Oui, alors, oui, pardon. Mais j'étais partie dans la chanson, donc je m'étais un petit peu envolée là. Mais voilà le goût. Et là, je vous emmène en Norvège. C'est l'histoire d'un petit garçon qui, comment dire, plus gourmand tu meurs peut-être. Alors il mange tout le temps et en dehors des repas, il est dans la cuisine avec maman. Alors il lèche les sauces, il lèche les gâteaux en fabrication, il goûte les gâteaux finis. Il adore manger. Alors forcément, à force de manger, il est devenu un petit peu rond du visage, rond du ventre, rond des pattes, rond de partout. On l'appelle boule de beurre. Boule de beurre adore le beurre. Ce matin-là, il est en train de lécher une casserole comme d'habitude dans la cuisine. Et soudain, il entend aboyer dehors, c'est son chien Dandor qui a l'air de se déchaîner. Alors il sort, et qu'est-ce qu'il voit arriver ? Surtout, qu'est-ce qu'il entend arriver ? Horreur, il rentre en courant, il dit « Maman, la reine des trolls arrive, qu'est-ce qu'on va faire ?» La maman reste très calme, elle lui dit « Écoute, cache-toi vite sous la table, et surtout, ne bouge plus et ne dis rien. » Et voilà que la reine des trolls entre, la tête sous le bras, comme toutes les trolls de la montagne. Elle hurle « Où est boule de beurre ? Je l'observe depuis un moment. » La maman répond « Il n'est pas là, il est parti à la chasse avec son père. »
Alors la voix devient toute douce. Oh, quel dommage, Boule de Beurre n'est pas là. Justement, j'étais venue lui offrir un petit couteau en argent. La Boule de Beurre jaillit de sous la table en disant « Hé, partez pas, donnez-moi le couteau !» La trolle le regarde avec tendresse, ou presque tendreté. Elle lui dit « Oui, ben écoute, excuse-moi, je suis vieille, j'ai mal au dos. Alors, le petit couteau est au fond de mon sac. Si tu veux le chercher, viens, attrape-le. » Boule de Beurre se penche au-dessus du sac et à peine penchée, d'une grande claque, la reine des trolls le met dans son sac et part bien vite vers la montagne. La mère affolée voit la mère troll qui s'en va, mais Boule de Beurre pèse un certain poids. Alors au bout d'un moment, la reine des trolls est fatiguée. Il est lourd ce gamin, ça va être bon à manger, mais il est lourd en attendant. Alors elle s'assied, elle pose son dos appuyé à un arbre et elle s'endort. Et là jaillit un bruit de tronçonneuse, la reine des trolls dort et ronfle. Comme elle ronfle solidement, Boule de Beurre prend le petit couteau, découd juste la place qu'il faut pour se glisser hors du sac. Il prend une pierre, la met dans le sac et rentre chez lui en courant. La reine des trolls se réveille, prend son sac bien lourd, le met sur son dos et remonte chez elle. Arrivée chez elle, elle ouvre le sac pour le mettre à cuire, la Boule de Beurre, et elle découvre le caillou. Furieuse, elle rentre chez elle et elle médite sa vengeance. Alors le lendemain, bien sûr, elle redescend. Boule de Beurre entend aboyer le chien, il entend les pas de la reine des trolls. Alors, affolé, il rentre chez lui, il dit à sa mère « La reine des trolls est en train d'arriver, j'ai peur, elle a l'air encore plus furieuse qu'hier. » La mère lui dit « Cache-toi vite. Et puis ne bouge plus, et puis ne dis plus rien surtout. » La reine des trolls arrive, entre et fait « Boule de Beurre n'est pas là ?» La mère répond « Non, il est parti à la pêche avec son père. » Il dit « Oh, bah quel dommage. Justement, j'avais une petite fourchette en argent pour planter dans les bonnes choses à manger. Enfin, tant pis. » Boule de Beurre jaillit sous la table en disant « Non, je veux la petite fourchette. Ça doit aller très bien pour moi, ça. » Et elle recommence à se plaindre de son pauvre dos. Elle est fatiguée, elle est vieille. Qu'il se penche dans le sac, il trouvera la petite fourchette. Il se penche et hop, la reine des trolls repart avec Boule de Beurre dans son sac. Mais Boule de Beurre, entre-temps, il a encore mangé des gâteaux. Il est encore plus lourd qu'hier. Alors au bout d'un moment, elle est fatiguée. Elle est aux 2/3 de sa route, mais elle se dit, bon, je vais me reposer 1 minute et puis j'irai le faire cuire. Elle se pose 1 minute, mais les 1 minute deviennent plus longtemps parce qu'elle s'assoupit, qu'elle se met à ronfler. On dirait une tronçonneuse en pleine forme. Alors lui, avec sa petite fourchette, un peu plus difficile qu'avec le couteau, mais il craque la couture, hop, il sort et il met une énorme racine de bois dedans. Et puis il refile chez lui. Quand la reine des trolls se réveille, elle reprend son sac qui est si lourd. Mais elle y arrive. Arrivée là-haut, elle pose le sac et elle dit à sa fille « Eh bien écoute, moi je suis fatiguée, donc tu vas préparer un bon ragoût de Boule de Beurre là. Hein, tu me le fais cuire, moi je vais chercher ton père pendant ce temps-là pour qu'on se régale. » La fille du troll n'est pas tellement dégourdie. Elle regarde le sac, elle l'ouvre, elle regarde Boule de Beurre qui sort. Elle fait « Ben, je fais quoi ?»
Boule de beurre répond, bah ta mère a dit de me cuire. Il dit, ah oui, mais comment on fait? Moi, je fais jamais la cuisine. Oh, Boule de beurre dit, ça c'est pas grave, moi je fais toujours la cuisine avec ma mère, hein. Donc il n'y a pas de souci. Je vais te donner, tu vas voir, ça va être facile. Allez, prends une grosse marmite là, oui, une marmite grosse comme toi, c'est bien. C'est bien. Tu la mets sur le feu, voilà. Tu la remplis d'eau, c'est bien. Et alors maintenant, ah bah oui, l'eau a chauffé, regarde, ça commence à être bien. Oui, mais alors attends, ça serait bien que tu montes sur le tabouret et puis que tu touches pour voir si l'eau est assez chaude. Alors la fille le regarde et fait, oui, mais enfin je vais me brûler. Il dit, mais non, c'est pas grave, tu vas voir, c'est juste pour savoir si c'est juste à point. Alors elle se penche au-dessus de la barrique, elle craint un peu de mettre la main dans l'eau, et là, pouf, Boule de beurre la pousse un grand coup, repose le couvercle au-dessus, et voilà une fille de troll à la cuisson. Mais il entend des bruits. C'est le roi et la reine des trolls qui rentrent à la maison. Alors, il se précipite dehors, il ramasse une grosse pierre, une grosse racine, et il va se percher juste au-dessus de la porte de la maison, sur le toit. Le troll, roi et la reine troll entrent, et tout de suite, le roi troll fait « Ça sent bon le bouillon de Boule de beurre !» Et là-haut, Boule de beurre fait « Ça sent bon le bouillon de fille de troll !» Mais il n'entend pas. À son tour, la reine des trolls dit « Oh, ça sent bon le bouillon de Boule de beurre !» Et là, la voix plus forte de Boule de beurre fait « Ça sent très bon le bouillon de la fille de troll !» Et là, ils comprennent. Ils se dressent, ils se précipitent dehors, et au moment où ils sortent, eh bien, sur la reine des trolls, Boule de beurre jette une énorme racine, et sur la tête du roi des trolls, il jette l'énorme rocher, et les deux explosent en 1000 morceaux. Alors Boule de beurre redescend tranquillement, il ramasse dans la salle tout l'or et les bijoux qu'avaient ramassés depuis des siècles les deux trolls, et il redescend chez lui. Il offre tout cela à sa mère. On raconte depuis ce jour-là qu'il n'y a plus de trolls à les ennuyer, qu'ils n'ont plus du tout eu de soucis d'argent non plus, et qu'à vrai dire, Boule de beurre n'a plus jamais arrêté de manger. Merci Anne, on se pose tous la question depuis le début de ce conte, est-ce que c'est du beurre salé ou du beurre doux? Mais c'est du beurre salé, du beurre breton bien sûr. Ah, évidemment. Et pour faire la meilleure transition, on se retrouve juste après, mais Gaël Faye, lui c'est du pili-pili qu'il met sur un croissant au beurre. Waouh. Il voulait quitter la routine, celle de son père qui étiole les rêves au large des paupières, enfourcher son vélo, repartir à zéro, petit cône de lion aux oripeaux d'évasion, partir. Non pas pour voir de nouveaux lieux mais voyager, pour ouvrir de nouveaux yeux. Orpailleur d'horizon, y a que des hôtels 1000 étoiles pour les clochards célestes qui ne s'embarrassent pas d'un toit. Petit croissant au beurre, petit français qui flâne, il lisait Kérois qui chantait Bob Dylan. Il est parti vivre à la dure, découvrir l'humain, épouser la nature et de pays en pays. Il pédale, et de guerre en maladie. Il pédale, c'est usé par la route d'un voyage de 5 ans qu'au bord de son doute, il rencontre un piment. Pili 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 sur un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre. Elle était belle comme un piment, une robe du dimanche. Elle rêvait d'un charmant, d'un amour qui s'épanche. Elle vivait dans un quartier populaire, elle avait fui son pays, les pogroms et la guerre, et la terre des ancêtres était un vaste mouroir, et ce pays d'accueil, un sombre miroir qui lui renvoyait cette image de paria, de réfugié HCR qui glisse aux parois et qui veut s'envoler, partir loin d'ici, là où le ciel ne dit ni Hutu ni Tutsi. Les murs
de sa chambre au vert papier peint, recouvert de posters de salut les copains, était son antre où elle rêvait d'être hippie, d'écouter du Jimmy et de vivre à Paris. En attendant le bus, sous un arbre en fleurs, son destin croise celui d'un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre. Elle est île aux sources du Nil, un vent souffle l'idylle sur les branches d'un nid, d'un croissant beurré, d'un piment swahili, qui s'était donc juré de s'aimer pour la vie, malgré toutes les routes crevées d'ornières, dans le panache de poussière des saisons blanches et sèches, malgré le doute et les pluies diluviennes, malgré les torrents de boue qui s'écoulent dans la plaine. Le croissant, le piment ont le goût d'un enfant, puis de un, puis de deux, carpe diem d'un instant. Aucune écluse ne peut contenir les rêves que le cœur transporte et pour lesquels il crève. Pili Pili rêvait de Paris, croissant au beurre, voulait vivre ici. Ils se croisent, décroisent les chemins et laissent des enfants au carrefour des destins. Pili 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 sur un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre. La poésie incroyable de Gaël Faye. Vous venez d'écouter Pili Pili sur un croissant au beurre et vous êtes dans Conte à l'Ouest. Vous écoutez Quartier des Ondes. Alors, sorti de la mythologie grecque, le roi Midas montre l'importance du toucher dans la vie. Ça vous parle, hein, la Grèce antique? Ça vous parle? C'est l'époque où les hommes, les animaux, les dieux mangeaient à la même table. Bon, plus trop maintenant le cas. Hein. À cette époque, en Phrygie, c'est un petit pays à côté de la Grèce, un petit peu à l'est de la Grèce, il y avait un roi. Il s'appelait Midas. La réputation de Midas, c'était qu'il adorait l'or. L'or, pour lui, c'était le sommet de tout. En fait, il aurait voulu avoir que de l'or autour de lui. Enfin, voilà, il aimait l'or par-dessus tout. Un jour, Dionysos et sa bande de bacchantes et de satyres sont descendus sur la terre, pas très loin de la Phrygie. Et puis, bien sûr, il y avait, avec Dionysos, il y avait Silène. Silène, c'est celui qui a élevé Dionysos. C'est son maître à penser, on dirait maintenant. Alors, vous savez que Dionysos, c'est le dieu de la fête, de la vie, voilà, du vin, enfin voilà. Et si bien que quand il partait comme ça en bande, il buvait beaucoup. Et Silène, lui, buvait encore plus que tout le monde. Et donc, à un moment, il était tellement ivre qu'il s'est séparé du groupe, il est parti de la bande et il est allé s'allonger sous un arbre. Il était complètement parti à l'ouest. Et Dionysos et sa bande ne s'en sont pas rendus compte tout de suite. Par contre, il y avait des gens qui surveillaient le territoire du roi Midas. Ils ont trouvé ce vieil homme au pied d'un arbre. Ils l'ont recueilli, ils l'ont pris dans leurs bras et ils l'ont bien entendu emmené devant Midas, le roi Midas. Quand Midas a vu le vieillard,
Il s'est dit, mais c'est Silène, c'est le copain de Dionysos. Wow. Alors là, il l'a laissé se reposer et il a décidé que pendant 5 jours, il ferait la fête, nuit et jour. Donc ce qui fait que pendant 5 jours, avec Silène et tous ceux qui étaient autour, ils ont bu, ils ont mangé, ils ont dansé, ils ont chanté, et je ne vous raconte pas les nuits. 5 jours. Dionysos était totalement paniqué. Il avait perdu son meilleur ami, son maître à penser. Et puis à un moment, il entend une fête, il entend du bruit dans le château de Midas, et il y va, il frappe. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit Silène allongée sur un lit, vous savez comme ça se faisait à l'époque, un lit en train de manger, en train de boire. Midas qui est tout près, et il va voir Midas et il lui dit « Midas, je ne sais pas comment te remercier. Tu as sans doute sauvé mon meilleur ami, Silène. Je veux absolument te remercier. Dis-moi ce que tu veux le plus au monde. Dis-moi, et je te jure, je t'exauce. » Midas. Je voudrais que tout ce que je touche se transforme en or. Alors, Dionysos a regardé Midas. Il a froncé les sourcils. Il lui a dit tu es vraiment sûr ? Oui, c'est mon vœu, j'y tiens vraiment. Voilà, je veux vraiment que tout se transforme en or quand je touche. D'accord, accordé. Midas a raccompagné toute la bande des Bacchantes, Dionysos et les satyres et Silène en dehors de son territoire. Et quand il est rentré, il a commencé partout. Il s'est déplacé sur son terrain. Il a touché les fleurs, les arbres, la terre, et puis même quelquefois des serviteurs. Il suffisait de les toucher, les serviteurs ils se transformaient en sculptures d'or. Ça a duré toute la journée. Il est rentré dans son château, son habitation, sa sublime habitation, bien sûr, les portes, les tables, les fenêtres, tout se transformait en or. Mais à un moment, il a eu faim. Voilà, faim, très faim. Et là, il s'est rendu compte que ça allait peut-être être un peu compliqué, parce qu'en fait, les serviteurs lui apportaient des plats, de magnifiques plats de nourriture, des boissons, mais dès que ça touchait sa bouche, ça se transformait en or, ça devenait dur, à chaque fois, il manquait de s'étouffer. Alors là, il s'est vraiment rendu compte qu'il était très, 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 très mal. Il s'est dit, je vais mourir. Si ça continue comme ça, je vais mourir. Obligatoire. Alors il est sorti et il a convoqué, on va dire, il a appelé Dionysos. Il a dit, Dionysos, s'il te plaît, je t'en prie, redescends, fais quelque chose pour moi, parce que là, je pense que dans les heures qui suivent, je vais mourir. Dionysos est ressorti de là-haut, il est redescendu. Et qu'est-ce que tu veux, Midas ? T'as un problème ? Puis oui, regarde, je peux plus le manger, je ne peux plus boire, je ne peux plus rien faire. Je voudrais que tu m'enlèves ce don. Bon, tu es sûr ? Lui dit Dionysos. Oui, je suis sûr, répond Midas. Bon, très bien, c'est possible. Tu vois, tu as un fleuve là qui coule en bas de ton sublime château, qui s'appelle le Pactole. Eh bien, tu vas nager dans le Pactole, tu vas remonter jusqu'à sa source, et là, tu n'auras plus ce don quand tu arriveras à la source. Midas s'est déshabillé, a plongé dans la rivière, et effectivement, partout où il nageait, tout se transformait en or, les coquillages, le sable, la terre et tout. Et quand il est arrivé à la source, plus rien ne se transformait. Il est ressorti de la rivière, et bien sûr, il a refait tout le tour de son domaine en allant toucher tous les endroits où il avait touché avant que tout ne se transforme en or. Tout est redevenu normal. Il a peut-être laissé quelques petites fleurs, quelques petites branches d'arbres, mais bon, très peu. Et c'est ainsi que le pactole, vous en avez entendu parler, toucher le pactole. Vous connaissez l'expression toucher le pactole, hein ?
Eh bien, ça vient de là. Parce que le pactole, c'est ça, c'est une rivière, il y a toujours de l'or, et les gens continuent à aller chercher l'or que Midas a laissé là. Bon, en ce qui concerne Midas, je peux vous dire que ça l'a transformé quand même, cette histoire, hein, parce que après, il n'aimait plus tellement l'or, même plus du tout l'or. Merci Ghislaine. Alors moi, je rajouterai une petite chose, toute petite chose très courte. Je me dis que je trouvais que cette histoire était vraiment très actuelle, parce que je pense qu'on est entouré de Midas qui n'ont que l'or dans leurs yeux et qui sont prêts à sacrifier l'humanité pour avoir l'or. Pour ramasser le pactole. Pour ramasser le pactole. Voilà. Oui, je pensais la même chose en écoutant ton histoire. Je me disais, il faudrait envoyer ça d'urgence à tous les grands banquiers du monde. Je pense qu'ils se sentiraient très concernés. Vous avez jamais eu envie de toucher le pactole? Voilà. Vous? Non, moi jamais. Ah non, c'est très clair dans ma tête. Absolument très clair. Ah, chez les compteurs, il y a très peu de banquiers. Ça m'étonne pas. Il y a du rêve chez des bons. Oui. Il y a du rêve et de la couleur. Oui. Voilà. On continue avec toi, Viviane, je crois. Oui, c'est ça, parce qu'on n'a pas encore parlé de l'odorat. Hein. Eh bien, moi, je vous emmène dans une région de France où ça sent bon. La lavande. Ça sent le pactole? Pas du tout. Ça sent la lavande, le thym, le romarin. C'est quand même beaucoup mieux que le pactole. Avec le vent du Pontias. Nyons, petite ville de la Drôme provençale. Des maisons colorées, des ruelles étroites pavées, des acacias, des lauriers roses, de magnifiques oliviers dont les olives donnent une huile réputée dans toute la région. Et on rencontre aussi des champs de fleurs magnifiques. Il y a aussi il faut surtout pas oublier le pont roman qui traverse la rivière de l'Aigle. Et alors, un ciel d'un bleu intense, comme on n'en rencontre que dans cette haute région de Haute-Provence. Bref, un endroit où il fait bon vivre. Mais ce n'a pas toujours été le cas. Et pour en attester, je vous propose de retourner en arrière, à l'époque des Mérovingiens, au VIe siècle. À cette époque-là, si les hivers étaient agréables en raison de la douceur du climat, par contre, les étés dans cette ville entourée de rochers, de montagnes, et où aucun souffle n'existait, c'était l'enfer. C'était horrible, une véritable fournaise. D'année en année, les gens et les animaux dépérissaient. Il n'y avait plus d'eau, il ne pleuvait pas non plus, il n'y avait plus d'eau ni dans les rivières. Les puits étaient à sec et les femmes étaient obligées chaque jour de monter avec une jarre sur l'épaule jusqu'au col du Pontias où il y avait une source pour approvisionner le village. Pour se donner du courage, elles chantaient « Vent frais, vent du matin ». Vent qui souffle au sommet des grands pins, viens souffler chez nous, ça nous fera un bien fou. Un jour, une des femmes, Mathilde, s'arrête net sur le chemin et elle dit « Ça suffit, on ne va pas continuer comme ça, c'est plus possible. Puisque nos prières n'ont pas été exaucées, puisque les messes du curé n'ont rien donné, et puisque nos hommes, comme d'habitude, baissent les bras et ne font que soupirer, eh bien, nous les femmes, on va faire de notre ville autre chose. On va prendre notre destin en main. Êtes-vous d'accord, les filles ? Et c'est un oui enthousiaste, des applaudissements de toutes les compagnes de Mathilde. Elles s'assiedent sur les rochers tout près de la source et elles commencent à discuter. Plusieurs propositions sont faites, mais aucune n'est retenue parce qu'elles ne sont pas vraiment réalisables. Alors Mathilde reprend la parole. Écoutez, j'ai entendu dire que les jours prochains,
allait se tenir un concile d'évêques à Vaison-la-Romaine. Il sera présidé par l'archevêque d'Arles, le dénommé Césaire. « Césaire !» dit l'une des compagnes. « Ce saint homme-là qui a fait plein de miracles dans la région ?» « Tout à fait, répond Mathilde. « Oh, il faut aller le voir, toutes les femmes disent, il faut aller le voir. Il fera quelque chose pour nous. » Et d'un commun accord, elles remplissent d'abord leur jarre et elles redescendent au village. Elles vont droit voir le curé. Elles leur exposent leur projet. Bon, le curé est un peu sceptique. Mais après tout, puisque le tout grand n'a pas voulu entendre ses messes, ses vœux, eh bien, pourquoi pas essayer ça? Et dès le lendemain, il envoie un émissaire à Vaison-la-Romaine pour demander un entretien à Césaire. Bon, l'archevêque est un peu étonné de cette demande, surtout venant de femmes. C'était pas l'habitude, surtout à l'époque. Mais enfin, comme c'est un homme bon, intelligent et ouvert, il accepte de les accueillir à la fin du concile. Et voilà nos dames face à l'archevêque Césaire exposant leurs problèmes. Il les écoute avec beaucoup d'attention et de compassion. Bon, si je comprends bien, ce que vous souhaitez, c'est un vent léger, qui soufflerait l'été quand il fait trop chaud et qui s'arrête quand le froid arrive en hiver. C'est tout à fait ça, disent les femmes. Bon, ça va pas être très facile, mais je veux bien essayer. Toutefois, il leur fait savoir qu'il aimerait bien quand même, lui aussi, se rendre sur les lieux pour se rendre compte de l'état des dégâts. Et donc, le lendemain, voilà notre délégation de femmes, accompagnée par l'archevêque, en route vers la ville de Nyons. Dès qu'il arrive dans la ville, l'archevêque est pris d'un malaise dans cette fournaise. Le curé lui donne un peu d'eau de source à boire pour le rafraîchir et l'invite à dormir chez lui la nuit. Au petit matin, Césaire, fidèle à sa parole, prend son bâton pèlerin et part sur les chemins à l'enquête d'une brise légère. Il marche longtemps, longtemps. Ses habits sont mouillés de sueur, ses pieds gonflés par la fatigue et pleins de poussière. Au bout d'un moment, il arrive dans une zone où sont plantés des résineux. Il sent un bien-être. Il s'assied sur une racine affleurante d'un arbre, et là, il se rend compte que ce n'est pas seulement l'ombre des arbres qui lui occasionne ce bien-être, mais un vent léger qui souffle entre les troncs et qui fait vibrer les branches comme des cordes d'un instrument de musique. Il porte un peu plus son oreille vers les sons. Il se dit, comme cette mélodie est belle, on dirait la mélodie d'une cithare. Mais c'est ce vent qu'il faut pour m'énioncer. Il se lève et il parle au vent. Écoute, c'est vrai que tu es dans un cadre magnifique, mais là, près de la mer, tu ne sers à rien. Un vent, c'est fait pour transporter les odeurs, les parfums, les senteurs. Alors viens avec moi, je t'emmène dans un pays où tu auras tout ça. Allez, viens avec moi. Il enlève son gant, les gants des évêques sont très longs, vous savez. Il l'ouvre et le gant s'engouffre dans le gant. Le vent, s'engouffre dans le vent et le gonfle comme un ballon baudruche. Aussitôt, l'évêque l'attache avec un lacet et le met à son poignet. Le vent est prisonnier. Pour éviter qu'il s'échappe et qu'il s'ennuie, il lui parle tout au long du chemin, il lui chante des chansons, il lui raconte des histoires. Et quand il arrive près de Nyons, il prend son gant et il le jette contre un rocher. Le gant explose et le vent se met à tournoyer, apportant sa fraîcheur à tous les habitants et puis répartissant les odeurs de thym, de romarin, de lavande sur toute la ville. Les habitants applaudissent, le remercient Césaire et aussi remercient les dames du village. Depuis ce temps,
on a appelé ce vent le Pontias, en souvenir de ce col où il y avait une source et où d'audacieuses femmes ont osé faire de cette ville, cet enfer, un vrai paradis. Oui, grâce au Pontias. D'ailleurs, René Barjavel l'a bien écrit. La seule différence qu'il y ait entre Nyons et le paradis, c'est qu'à Nyons, on est bien vivant. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent grâce à ses airs, v'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le Pontias qui vous attend. Super. Super, vous êtes déjà allé là-bas ou pas? Jamais. Il faut y aller, il faut compter ça. Il paraît que c'est très beau. C'est une légende qui vient que j'ai un petit peu arrangée à ma façon, à ma sauce, hein, mais qui court là-bas sur le vent s'appelle vraiment le Pontias et on raconte cette légende. Voilà. Mais j'ai des amis qui y sont allés et qui ont pu me donner des détails un peu sur la ville. Ils ont témoigné que c'était un vent doux, alors. Ils ont témoigné que c'était magnifique, c'était vraiment un paradis. D'accord. C'est quoi les odeurs que vous aimez aller chercher quand vous partez en vacances? Justement. Moi, les odeurs de pain, Ouais. pas à manger, hein, les Oui, odeurs. oui, bien sûr. L'épinède, Oui, la lavande, la lavande. évidemment, les roses, waouh. Moi, l'odeur des sapins, parce que je suis originaire du Jura. J'aime beaucoup l'odeur des sapins. voilà. C'est pour ça qu'il y avait des résineux, d'ailleurs, Ah, l'odeur des pins, c'est vrai que c'est... Oui, dans la incroyable. nature. Hein. dans la nature. On critique toujours en disant quoi? Ça sent la bouse de vache, le crottin de cheval. Mais ça fait partie. Ce que Oui. j'aime beaucoup aussi, c'est quand il a plu, la terre exhale des parfums étonnants. Même en ville, hein, c'est sensible. Oui, en ville, je suis moins fan, mais Oui, non, mais en campagne, j'aime bien. petit jardin de... Même dans les jardins de ville, quoi, même à Rennes, par exemple, c'est très agréable de sentir la terre mouillée. L'impression que la vie revient, c'est fantastique, là. Moi, j'aime bien la pluie. Donc, j'ai plein de bonnes odeurs en Bretagne, d'abord. Il y a- L'odeur de il y la a pas mer. forcément aussi. l'odeur- Et l'odeur de la mer Oui, aussi. des oui. culs, enfin, J'aime bien l'iode. l'odeur de la L'iode, crème solaire l'iode. pour quelque chose de plus chimique, mais qui rappelle du coup la Les mer. vacances. Et les vacances. Et l'odeur de la piscine aussi. Oui, Ah, oui, oui. C'est oui, c'est sûr, c'est du chlore et tout, mais Ouais. c'est quand même une odeur que j'aime bien. Le bruit de la piscine aussi. Le bruit, oui, ça Non, je détend. préfère le bruit de la mer, moi. Ouais. Alors, on va terminer Oui, avec une avec toi, Anne. Oui, absolument. Et donc, je vais repenser au roi Midas, mais c'est pas du tout le même genre. Mais surtout, j'ai choisi cette histoire parce que c'est... Bon, être aveugle, c'est quelque chose de costaud. Et, par exemple, Braille a inventé la méthode Braille pour que, étonnamment, les aveugles se mettent à lire. Donc, cette histoire, c'est ça, c'est fascinant. Ça vient de... Enfin, ça m'a fascinée, pardon. Et elle vient de l'Inde. Il était une fois un Maharaja dont le but était un petit peu d'être le roi Midas, c'est-à-dire qu'on le voit, qu'on l'admire, qu'on ne pense à lui comme un être près des dieux. Alors pour cela, il avait un compagnon extraordinaire qui était un éléphant blanc, immense et blanc en plus. Et chaque fois qu'il voyageait dans son pays, c'était toujours sur son éléphant blanc. Mais comme il aimait en imposer, il avait fait entourer chaque fois, à chaque sortie, son éléphant d'une équipe de cavaliers portant des drapeaux, des épées, des lances, comme pour défendre la bête. Et autour, 3 rangées de soldats, tous en armes, avec leurs uniformes magnifiques, ivoire et or. Et encore autour, tous les ministres, les courtisans, dans lesquels se mêlaient des jongleurs et des danseurs. Ce qui fait que quand ils se promenaient, finalement, c'était comme une montagne mouvante, et tout en haut, on pouvait l'apercevoir, lui, dans sa nacelle blanc et or. Alors l'éléphant, on ne le voyait plus trop avec tout ça, mais c'était son secret. Il voulait vraiment qu'on le pense comme porté par un être surnaturel.
cette année-là, il a décidé de visiter dans le Rajasthan une partie de son territoire qu'il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas et il savait que là-bas, il n'y avait pas d'éléphant. Donc, il pourrait paraître encore plus fort. Il est parti avec tout son équipage et partout, les gens s'interrogeaient en disant « Mais sur quoi est-il monté ? Sur quoi est-il monté ?» Jusqu'au jour où il est arrivé près d'une ville où il était connu qu'il y avait un petit village d'aveugles-nés. Alors il a décidé de parader dans la ville et ensuite de camper la nuit auprès du village des aveugles-nés. Ce n'est pas là qu'on découvrirait son magnifique mystère. Mais bien sûr, tout le monde en parlait, et aussi dans le village des aveugles-nés. Alors les aveugles se sont dit, nous allons découvrir ce qu'est cette merveille. Ils ont beaucoup discuté. Ils n'avaient aucune idée de ce que ça pouvait être, un éléphant blanc. Blanc, encore pire, éléphant, pouf, qu'est-ce que c'était que ça? Alors ils ont voté, ils ont délégué 5 représentants du village des aveugles-nés pour aller voir, pour aller sentir, pour aller comprendre la nuit. Ils se sont glissés sans bruit dans le campement du Maharaja et chacun a fait son travail. L'un a touché l'oreille, l'autre a touché une patte, l'autre a touché le ventre. Enfin, chacun a fait son travail. Ils sont rentrés et le lendemain matin, devant toute l'assemblée du village des aveugles-nés, l'un a dit, celui qui avait touché l'oreille, eh bien, un éléphant, c'est un tapis volant qui bouge au gré du vent, un peu épais. Un autre a hurlé, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il avait tâté la trompe. Un éléphant, c'est un espèce de gros serpent, un peu comme un boa, mais plus gros, mais plus imposant, et qui bougeait tout le temps. Je me suis sauvée avant qu'il me dévore. Le troisième a dit, n'importe quoi. Il avait tâté le ventre. Il dit, mais non, un éléphant, c'est un gros nuage en l'air qui flotte, qui est bizarre, qui est tiède, mais qui tient en l'air. Les 3 autres se sont mis à hurler, mais enfin, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il a dit n'importe quoi. Alors un petit est arrivé, le plus jeune des observateurs, et lui avait touché le bout de la queue de l'éléphant. Il a dit, mais non, vous dites tous des bêtises. Un éléphant, c'est un pinceau souple avec lequel le Maharaja peint les plus beaux jours pour nous dans le ciel étoilé. Alors, ils se sont tous fâchés entre eux parce que chacun voulait avoir raison, comme d'habitude. Ils se sont battus, ils se sont insultés, ils se sont tapés dessus. Alors le conseil du village a dû les séparer. Ils ont dit, écoutez, ça suffit, vous avez tout raté, donc demain nous irons avec 5 autres observateurs, et puis là nous saurons. Oui, mais pendant qu'ils discutaient, le Maharaja a levé son camp et il est parti pour découvrir d'autres parties de son pays. Alors aujourd'hui, dans ce petit village des aveugles-nés du Rajasthan, on se demande toujours ce que ça peut être un éléphant blanc. Mais pour le savoir, il ne leur reste que cette histoire. Merci Anne. Si vous voulez aller monter sur un éléphant sans aller aussi loin, vous pouvez aller à Nantes, sur les machines de Nantes, et monter sur un éléphant.
Oui. Un Et- drôle d'éléphant aussi. Et Magnifique, moi, j'ai eu la chance de magnifique, monter sur un vrai. C'est vrai. Où Oui, ça? une fois en Inde. Waouh. Et C'est- alors, c'est comment? C'est impressionnant. Ah ouais, Oui, vraiment. bah, ça, C'est-à-dire j'imagine. qu'il ne faut pas regarder vers le bas. C'était un éléphant qui faisait combien de mètres? C'était un éléphant moyen, hein, pas un éléphant... Alors, je ne sais pas combien de mètres ça fait. Ça m'a paru très haut. Et en fait, moi, j'étais montée sur un mur pour pouvoir monter sur l'éléphant. Quand même. Et Et- heureusement, il y Vous étiez plusieurs. avait un chauffeur. Vous étiez que deux. Oui. Et vous alliez où? En fait, nous avons été d'un rempart à un autre. Donc, ça a été une marche d'une grosse demi-heure, quoi. Mais c'est assez fantastique parce que je me C'est suis dit, je suis la reine de Saba. Youpi! C'est incroyable. Ouais, ouais. Bon, c'est déjà la fin de cette émission. Du coup, je vous remercie, Viviane, Ghislaine, Anne, pour tout ce partage, tous ces contes, tous les décors dans lesquels vous nous avez amenés. J'ai pu lire que vous disiez la prochaine fois, au mois d'avril, les histoires des des tisseurs de contes rendront hommage aux femmes vaillantes à travers le monde. Oui, ça va être tout à fait un autre genre. Mais ça va être un petit peu militant sur les femmes qui savent se défendre. Ah, bon, on a vu déjà ça avec le vent du Pontias, il y en avait des Voilà, femmes aussi voilà. militantes. Top. Alors, on va retrouver tous ces contes. Le mois prochain, vous écoutez Quartier des Ondes. À très bientôt. Conte à l'Ouest.